Les démons, des esprits maléfiques venus droit de l'enfer. Leur mission, vous posséder et vous damner pour l'éternité. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Ils peuvent être dans l'air. Et attaquer à tout moment. Du XVIe siècle, les démons étaient absolument partout. Ces esprits maléfiques étaient envoyés par le diable avec pour objectif la possession de votre corps et la damnation de votre âme. Au Moyen-Âge, la frontière était plutôt mince entre le monde physique et le monde spirituel. Les esprits du mal pouvaient habiter le corps humain. Comment nos ancêtres expliquaient-ils la nature de ces créatures démoniaques? D'après la Bible, leur histoire commence avec Lucifer, un ange aussi beau qu'il est rebelle. Il rassemble une armée d'anges et déclare la guerre à Dieu. Les légions de Lucifer sont vaincues et bannies dans les profondeurs de l'enfer. Et tous ces anges déchus se transforment en démons. Damnés pour l'éternité, ils n'ont plus qu'un seul but, corrompre les humains aimés de Dieu pour les faire entrer dans leur rang. En Angleterre, Marion Gibson étudie les différentes formes que pouvaient prendre ces esprits lorsqu'ils quittaient l'enfer pour venir sur Terre. Les gens se représentent souvent les démons comme des petits lutins, mais en réalité, ils sont bien plus effrayants que ça. Pour entrer en vous, les démons pouvaient prendre la forme d'une chose tout à fait ordinaire de votre quotidien. Ils pouvaient donc prendre l'apparence de cette pomme. Et en mangeant la pomme, vous mangiez un démon. Ou bien le démon était sur la pomme et il entrait en vous. Non seulement un démon pouvait prendre n'importe quelle forme, mais il pouvait aussi être n'importe où. On peut les inhaler. Ils peuvent être juste dans l'air. Cette brume pourrait être un démon. Un incident survenu il y a 500 ans est très révélateur de la façon dont les gens voyaient la possession. Une jeune fille du nom d'Anne Milner de Chester était dans les champs de sa ferme. Il y avait peut-être une brume matinale comme celle-ci. Le 18 octobre 1563, Anne Milner garde son troupeau de vaches alors qu'un démon rôde dans la campagne. Ignorant la présence maléfique, Anne respire et inhale le démon. De retour chez elle, elle sent les ténèbres s'emparer d'elle et tombe dans une transe profonde. Elle est agitée de violentes convulsions et projette des hommes à travers la pièce. Anne Milner est une femme possédée. Mais il existe des cas rarissimes où la victime, d'une grande ferveur religieuse, a souhaité être possédée par le diable afin d'affermir son désir d'aimer Dieu. C'est peut-être le cas de la religieuse Catherine de Saint-Augustin en 1660 en Nouvelle-France. Dans la pénombre d'une église, une demi-douzaine de prêtres sont réunis. Ils forment un demi-cercle autour d'une jeune femme qui est étendue, les bras en croix. Dans sa main, un crucifix a été glissé. De temps à autre, son corps tressaute sous l'effet de spasmes irréguliers. Elle émet à chaque fois de longues plaintes gutturales, comme si ces contractions avaient quelque chose de douloureux. Les officiants savent que la servante de Dieu est possédée. L'un des prêtres se penche vers la femme et reprend la lecture de ses prières. Domine exaudi orationem meam. Le prêtre exorciste ordonne au démon de libérer la jeune femme qu'il tourmente. Au gré de ses suppliques, le combat s'intensifie. Insidis diabola, libera nos domine. Lentement, de manière presque mécanique,
la jeune femme soulève la tête. La bête est toujours là. Nous sommes en 1660 à Québec. L'implantation de la colonie ne se fait pas sans heurts. À cette époque-là, d'abord, on ne faut pas oublier qu'on est une colonie minuscule. Quelques centaines de personnes, tout au plus, dans l'ensemble de la colonie. Québec, c'est un village. Montréal, Trois-Rivières, c'est pareil. Donc, on a vraiment une très petite communauté, de gens d'origine française, très isolés, finalement, au milieu d'abord d'une nature immense auquel ils ne sont pas habitués, mais aussi d'une très grande majorité des habitants et des gens qui pouvaient aller à Québec, c'était des Amérindiens, des gens qu'on rencontrait en dehors de cette petite colonie. Les interminables confrontations avec les Iroquois sèment l'inquiétude. On est une colonie en 1660 assiégée. On est en guerre avec les Iroquois qui sont beaucoup plus nombreux à l'époque que les colons français, qui viennent d'éliminer les Hurons à toute fin pratique. C'est là aussi que plusieurs jésuites ont trouvé le martyre. Les populations deviennent paranoïaques. On cherche dans la foi un réconfort. C'est dans ce contexte que débute l'affaire Barbalet, née en France en 1645. Elle était la fille de Jean-Baptiste Allais et Mathurine Vallet, qui étaient, semble-t-il, des journaliers. Ses parents se sont embarqués pour la Nouvelle-France quelques années plus tard, rêvant d'un monde meilleur. D'abord, on est en 1660. Barbe Allais, qui est-elle? C'est une jeune fille, toute jeune fille, qui est servante chez le seigneur Giffard. Le seigneur Giffard était un des premiers seigneurs, donc des premiers titulaires d'une seigneurie dans la région de Québec, et c'était l'un des plus importants aussi. Il possédait beaucoup de terres en allant du côté de la côte de Beaupré. C'était un personnage considérable dans la colonie que le seigneur Giffard, qui aussi, comme la plupart des seigneurs, avait des intérêts, par exemple, dans la traite des fourrures. En décembre 1660, la jeune fille, qui vient de fêter son 15e anniversaire, commence à présenter des troubles de comportement. Elle se met à hurler, tombe par terre et s'agite dans tous les sens, comme pour se défaire d'ennemis invisibles. Elles y voient des démons, des êtres infernaux qui prennent diverses formes. Hommes, femmes, enfants, bêtes et spectres. Parfois, lors de ces crises, il lui arrive de parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Autrement dit, on entendait, elle parlait, on ne comprenait pas ce qu'elle disait, et des fois même, il ne semblait pas que ses lèvres bougeaient, mais on entendait des voix bizarres. Mais seule elle voyait les démons en question, cependant. À ces visions s'ajoutent d'étranges manifestations. Mais aussi, il se produit toutes sortes de phénomènes autour de la maison. Il y a des pierres qui semblent lancer, mais on n'a pas vu de personne qui les lançait, mais on a vu des pierres arriver. Il y a des bruits, bizarres, et elle-même qui a des crises, qui se met à tenir des discours incompréhensibles, qui a des convulsions, etc. Dans l'entourage de Barbalet, on est persuadé qu'il s'agit d'une infestation diabolique. Peut-être qu'en déménageant la jeune femme, ces diableries s'arrêteront d'elles-mêmes. On finit par conclure qu'il y a une influence néfaste et le seigneur Giffard a pour premier réflexe de tout simplement la faire déménager, l'envoyer ailleurs pour l'éloigner parce qu'on pense que c'est peut-être lié au lieu. Et non, ça ne fait absolument rien. On la déménage plusieurs fois sans succès. En désespoir de cause, le seigneur Giffard se confie à son confesseur. Il est préoccupé par le sort de sa servante et ses manifestations surnaturelles qui surviennent sous son toit l'inquiètent de plus en plus. Les prêtres multiplient leurs rencontres avec la jeune femme. Ils s'assurent de l'authenticité de sa foi et l'invitent à se confesser. Personne ne doute que Barbalet voit bel et bien des démons. L'affaire est déférée à Monseigneur de Laval, l'évêque de la colonie. Pour lui, la cause est entendue. Barbalet est possédé et doit être libéré. Fin décembre 1660, comme le veut le rite,
La jeune femme est conduite à l'église de la commune pour y être soumise au rituel de l'exorcisme. D'abord, ça se passait généralement dans l'église, et en présence de quelques témoins. Le possédé devait tenir un crucifix, alors quitte à ce qu'on lui attache dans les mains. Et là, un prêtre désigné par l'évêque du lieu disait la messe, commençait par dire une messe. Et accompagné d'un clerc, là, il se mettait à réciter les prières d'usage. Ça pouvait durer des heures, cependant. Il ne faut pas oublier les prières. On y allait tant que le démon semblait être là ou jusqu'à épuisement des participants, finalement. Et dans le cas de Barbe-à-Allée, ça semble avoir été inefficace. Au début de 1661, Barbe-à-Allée, toujours tourmentée, est amenée au couvent des Hospitalières de Québec, où elle est confiée aux soins de sœur Catherine de Saint-Augustin. Catherine de Saint-Augustin, qui est une mystique, qui a elle-même des visions régulièrement, qu'elle a vues. Elle est agressée elle-même par les démons très souvent. Et donc, elle va entreprendre d'exorciser Barbe-à-Allée. Et premièrement, on va y aller de la façon classique. On va faire des exorcismes. Et c'est plusieurs prêtres, des missionnaires qui vont venir, sans succès, vont tenter d'exorciser Barbe-à-Allée. Ensuite, Monseigneur de Laval lui-même va se déplacer, sans plus de succès non plus. Pendant ce temps, on s'interroge. Si les prêtres exorcistes ont échoué dans leur tentative de libérer la jeune servante, peut-être est-ce parce que celle-ci est maintenue sous la coupe d'un envoûtement. Et qui dit envoûtement, dit aussi sorcier. Mais qui pourrait vouloir du mal à la pauvre Barbe-à-Allée? Toujours assaillie par des visions infernales, la jeune possédée révèle enfin le nom du sorcier responsable de son état. Daniel Vuille. Et semble-t-il que M. Vuille avait rencontré Barbe-à-Allée lorsqu'elle s'est envenue sur le bateau avec ses parents. Et il aurait fait des avances très pressantes à Barbe-à-Allée plusieurs fois. Elle l'avait repoussé, probablement aussi que, bon, peut-être par inclinaison, mais aussi parce que épouser un protestant, c'était impensable. Et donc, quand elle commence à avoir ces crises-là, lui, il est suspect de l'avoir envoûtée. Et on va éventuellement même procéder à son arrestation. Mais son arrestation est sans effet sur l'état de Barbe-à-Allée. Confinée à sa chambre du couvent, elle continue d'être en proie à des visions infernales et à des convulsions. C'est là que Catherine de Saint-Augustin est sortie avec une solution originale on a cousu la jeune fille dans un sac, carrément. J'imagine que ça doit être un sac de jute, quelque chose d'assez solide. Et on l'a enfermé là-dedans. On a cousu le sac de façon hermétique. Enfin, l'air passe toujours à travers mais il n'y avait aucune voie de sortie. Et on l'a laissé là un certain temps. Cette méthode, plutôt originale, donne un résultat. Peu à peu, Barbe-à-Allée retrouve ses esprits. Ses visions se font moins fréquentes et ses crises disparaissent. À moins que ce ne soit la mort de son sorcier envoûteur qui soit ainsi salvatrice. Daniel Vuille est mort, en tout cas, il était encore en état d'arrestation. On ne sait pas s'il a été, de quelle façon il a été exécuté, mais en tout cas, il est décédé il était encore en état d'arrestation. Mais semble-t-il que c'était même pas pour l'histoire de sorcellerie, c'était pour avoir vendu de l'eau-de-vie aux Amérindiens, ce qui était devenu depuis peu un crime passible de la peine de mort si on récidivait. Quoi qu'il en soit, sac de jute ou mort du sorcier, Barbe-à-Allée est enfin autorisé à quitter le couvent des Hospitalières. Mais après quelques semaines, quelques mois, effectivement, Barbe-à-Allée va, semble-t-il, les symptômes vont s'en aller, elle va guérir et elle va finir par se marier puis connaître avoir une vie normale. Elle meurt le 18 juin 1696, à l'âge respectable de 51 ans, sans connaître aucun autre épisode de possession. Mais la libération de Barbe-à-Allée n'a pas été un soulagement pour tout le monde, à commencer par sœur Catherine de Saint-Augustin. À partir de 1661, année de la libération de Barbe-à-Allée, l'Hospitalière est devenue la cible d'attaques répétées du malin. Les hordes infernales attaquaient fréquemment à Catherine de Saint-Augustin et semblait-il, en tout cas, essayaient de l'obliger à
à abjurer, à renoncer à sa foi, etc. Et elle avait elle aussi, visiblement, ça se passait toujours quand elle était toute seule, mais elle avait des bleus le lendemain, puis elle disait que c'était ses combats contre le démon. Jusqu'à sa mort, en 1668, sœur Catherine de Saint-Augustin a été tourmentée par des démons, des messagers de l'enfer apparus au lendemain de sa rencontre avec Barbalet. La religieuse a-t-elle hypothéqué son âme pour soulager celle de la jeune servante de Beauport? L'histoire reste sans réponse, et c'est sans doute mieux ainsi. Ce qu'on voit là, c'est une représentation de l'apôtre Jean. Et au-dessus de lui, il y a cet incroyable démon sculpté. Il est assis derrière lui et le tient fermement dans ses griffes, l'enfermant dans la charpente en bois. Ces sculptures avertissaient les paroissiens que même les saints n'étaient pas à l'abri des esprits démoniaques. D'après l'Église du Moyen-Âge, les démons étaient essentiellement des anges noirs, chargés d'exécuter les ordres du diable, et ils avaient pour mission de s'emparer de votre âme. Une fois possédé par un démon, vous n'étiez plus vous-même. Vous pouviez vous mettre à parler des langues étranges, à montrer une force surhumaine, à avoir des accès de rage. Comment expliquer le comportement ou les actes étranges d'une personne qui attaque un voisin ou tue subitement toute sa famille? Il doit y avoir ces espèces de créatures qui s'emparent de vous et vous font faire des horreurs. Pour l'Église, il n'y avait qu'un seul moyen de chasser un esprit maléfique: l'exorcisme. L'exorcisme est ni plus ni moins une bataille entre Dieu et le diable. C'était toute une procédure réfléchie et éprouvante de chasser le démon. Aujourd'hui, les murs des églises sont bien nets, passés à la chaux. Mais au Moyen-Âge, ces mêmes murs étaient entièrement recouverts de graffitis. Matt utilise des lampes spéciales éclairant les surfaces sous un angle précis pour faire ressortir ce qu'il cherche. Si je déplace ma lampe comme ça, vous pouvez voir des graffitis sur toute la surface. On voit un texte médiéval, mais le plus spectaculaire se trouve juste là, où on trouve ce très beau pentacle. Le pentacle. Aujourd'hui, on y voit un signe occulte. Alors que fait-il dans une église chrétienne? La réponse est gravée dans la pierre, dans ces lignes à peine visibles. Je vais poser cette plaque. D'abord, on a cet œil globuleux. Puis, le nez, comme ça. Une bouche grande ouverte. Des dents comme ceci. Et puis une grande langue pendante. Par ici, on a une oreille et une autre derrière. Et ça vous donne un superbe démon moyenâgeux. Et par-dessus le tout, on a ce grand pentacle. Il cloue littéralement le démon au mur. Ce symbole défendait les paroissiens du Moyen-Âge contre les démons. Son pouvoir réside dans le fait qu'on peut le dessiner d'un seul trait continu. Si un démon voit une ligne, il doit la suivre. S'il s'agit d'une ligne sans fin, comme ce pentacle, il va tourner à l'infini et se retrouver piégé à jamais dans ce symbole. Les graffitis expriment ce qui est important pour les gens. C'étaient les démons qui apportaient des maladies soudaines. C'était eux qui causaient la perte brutale de tout votre bétail. Les démons au Moyen-Âge étaient vraiment bien réels. Comment le pentacle, ou pentagramme, est-il devenu ce symbole de protection contre les démons? Dans la légende, le roi Salomon est en train de faire construire son temple quand un démon vient terroriser son meilleur maçon. Salomon prie pour avoir de l'aide et l'archange Michel vient à son secours. Il donne au roi une bague magique ornée d'un pentagramme. Salomon réussit à soumettre le démon à sa volonté
en brandissant sa bague. Il lui ordonne alors de faire venir toute une armée de démons pour qu'ils viennent achever le temple en son honneur. Pendant des siècles, le pentagramme est resté un symbole de protection traditionnelle du monde chrétien. Au XVIe siècle, les gens avaient si peur des démons qu'ils voulurent protéger leur propre maison. Au sud de l'Angleterre, l'archéologue Nathalie Cohen vient analyser une découverte récente faite durant la rénovation du manoir de Knole House. La découverte montre à quel point ce système de protection pouvait être élaboré. Ces motifs correspondent à ce qu'on appelle des marques de sorcellerie ou des pièges à démons. Il s'agit d'un rituel de protection de l'espace. On les a dessinés pour protéger l'occupant de cette pièce, surtout quand il était dans son lit qui devait être derrière moi. Nathalie tombe sur un autre indice. Nous avons une autre sorte de marque protectrice ici, dans cette ouverture. Ce sont des marques de brûlure. On croyait qu'en faisant une marque de brûlure dans le bois avec une bougie, on pouvait faire fuir les esprits démoniaques. Ce qui est intéressant dans ces marques de brûlure horizontale, c'est qu'on ne peut pas avoir brûlé le bois directement dans cet emplacement. Ce qui veut dire que lorsque les charpentiers ont construit cet espace, ils savaient exactement où cette pièce de bois allait venir et ils ont fait les traces avant de la poser. Mais ce n'est pas tout. Nathalie constate que d'autres précautions ont été prises dans la chambre. Autour de la cheminée, nous avons aussi des marques de protection. Mais celles-ci sont des marques en forme de V ou de M, c'est-à-dire qu'elles invoquent la protection de la Vierge Marie. Le but de ces marques de protection autour de la cheminée est de créer une sorte de cadre virtuel. Et si jamais quelque chose de mauvais descendait par là, il ne pourrait pas aller au-delà de ces marques. Mais pourquoi vouloir protéger tout particulièrement le foyer de la cheminée? Au XVIe siècle, les gens redoutaient de voir les démons envahir leur maison. Et ce n'étaient pas des volets et des portes qui allaient les retenir, puisqu'ils pouvaient tout simplement entrer par la cheminée. Une fois dans la chambre, le démon attaquait. Il s'asseyait sur la poitrine de sa victime, puis l'agressait brutalement. Si la victime se réveillait, elle restait paralysée, incapable d'échapper aux griffes du démon. En 1993, Jézanne Desfées emménage dans un appartement de Hull. Pour elle, c'est le début d'un incroyable cauchemar. Le souvenir de son frère Régis, décédé quelques années auparavant, se fait de plus en plus présent. Il est partout, dans ses rêves et même autour d'elle. 8 ans après sa mort, j'ai aménagé dans un appartement qui ne me convenait pas du tout, mais pourtant, je le voulais. Il y avait une force en dedans de moi qui me poussait à signer le bail, malgré l'opposition de mon conjoint. Je voulais cet appartement-là. C'est à l'intérieur de cet appartement-là que tout s'est passé. Et puis, il y a des objets qui se promenaient, j'entendais sa voix, je le voyais dans le miroir quand je me regardais. Partout où j'allais, j'avais comme une présence à l'intérieur de moi. En septembre 1994, sur les conseils d'une amie, Jézanne décide de faire appel à Nicole, une médium. J'ai communiqué avec Nicole, qui est venue chez moi
Puis on a fait une séance. Nicole voyait clairement mon frère. Par le biais de la sensitive, Jason apprend qu'en plus de son frère, il y a d'autres esprits présents, des esprits malfaisants. Régis est là pour la protéger, pour la mettre en garde qu'un drame menace la jeune mère monoparentale. Dans l'ombre, des forces diaboliques se préparent à frapper. Tout à coup, on était assis dans la cuisine, il a commencé à vanter dans la cuisine, il y avait une odeur nauséabonde, vraiment dégueulasse. Je voyais des doigts noirs, du sang sur les murs. Ça puait, il y avait une odeur. Puis ça passait très vite, comme si on ne voulait pas se laisser voir. Nicole a eu très peur, puis elle a dit « Moi, je ne travaille pas avec ça, je m'en vais ». Et puis, elle est venue pour sortir de chez moi. Au même moment où elle s'en allait, moi, j'ai voulu me lever de ma chaise, puis il y a quelque chose, comme s'il y avait une personne, mais invisible, qui m'a pris par le poignet, puis qui m'a rassis. Et puis, j'avais très, très mal à mon poignet. Et puis, ça faisait tellement mal, j'étais tellement estomaquée par ce qui se passait que j'arrivais pas à... J'essayais de crier « Nicole, reviens, reviens », j'étais pas capable. Je l'ai entendu dire « OK, OK, je vais rester ». J'ai dit à Nicole « J'ai mal au poignet, j'ai mal, mon bras me fait mal ». Puis elle a regardé et elle a dit « Oh mon Dieu, il tremble dedans, ton bras est tout noir ». Grâce à l'intervention de Nicole, Jason a pu se libérer de cette force mystérieuse qui a cherché à la posséder. Libéré, mais pour combien de temps encore? Le 22 septembre 1994, au moment de se mettre au lit, Jason est surprise par des bruits qui proviennent du salon. Elle a l'impression que quelqu'un fait tourner son fauteuil de travail. Il y a juste un mur qui me séparait du salon où la chaise était. Puis j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée dans l'entrée du salon et j'ai vu la chaise qui était plus au bureau où elle devait être. Elle était au milieu du salon puis elle s'est emmenée directement sur moi. Jason recule dans la pièce, affolée. Elle essaie de retrouver sa respiration. Puis voilà que d'autres bruits se font entendre. Des jouets. La chose est maintenant dans la chambre de l'enfant. J'ai marché dans le corridor, j'entendais des bruits de plus en plus forts parce que je m'approchais. Puis, quand je suis rentrée dans la chambre, les bruits ont arrêté. Mon fils dormait paisiblement, puis j'ai essayé de le prendre. Je tremblais, j'étais toute crispée. J'étais pas capable, il y avait comme une énergie qui empêchait mes mains de passer. Je pouvais pas prendre mon garçon. Elle retourne au salon. L'horreur est à son comble. Elle saisit le téléphone, mais voilà que les touches s'écrasent, comme si des doigts invisibles pianotaient sur le clavier. Elle parvient tout de même à composer le numéro de l'une de ses amies, José. Lorsqu'elle a répondu, je lui ai dit « José, tu t'en viens immédiatement, prends même pas le temps de t'habiller. Je suis paralysée, je ne pouvais plus bouger, j'essayais de me lever, c'était impossible. » Comme si, à partir de la taille, tout mon corps était cimenté. Je n'avais aucun mouvement. Et puis, elle a dit oui, je m'en viens tout de suite. Au même moment, pendant que je parlais à José, mon autre ligne a sonné. Je suis allée répondre en disant bye à José. Puis c'était Nicole, la médium, qui me dit tout de suite, sans elle ne savait pas ce qui se passait chez moi du tout, elle n'avait pas de moyen de savoir ça, elle me dit « Sors de chez vous, ils vont tuer ton fils, sors de chez vous, ça presse. » Là, je lui ai dit « Je suis paralysée, Nicole, je ne peux pas bouger. » Jason n'entend plus les conseils de la médium. Elle est rivée sur un étrange spectacle qui se déroule devant elle. Des points multicolores apparaissent, formant la silhouette de 3 personnages. Soudain, on frappe à la porte. C'est José. D'un bond, Jason la rejoint et ensemble, les femmes retournent dans la chambre de l'enfant qui dort toujours à poing fermé. José le prend sans problème, sans rencontrer cette barrière électrique qui empêchait Jason de rejoindre son fils. Les 2 femmes quittent l'appartement, ipso facto. Quelques jours plus tard, Jason retourne chez elle.
Les jours s'écoulent sans nouvelles manifestations. La situation s'envenime lorsque Jason invite un couple d'amis et que Vanessa se rend à la salle de bain. À ce moment-là, on a entendu Vanessa crier, là, comme si elle avait, je ne sais pas, le doigt pris d'une porte. Là. Elle criait là, à plein poumon. Qu'est-ce qu'il y a? Vanessa! On s'est levé rapidement, on est allé direct à la chambre de bain. On essaie de rentrer, puis on dit « Vanessa, qu'est-ce que t'as? » La porte de ma chambre de bain ne barrait pas. À un moment donné, la porte s'est ouverte. J'ai tombé dans le fond, puis la porte s'est refermée. Puis à ce moment-là, Vanessa, elle était par terre, entre le mur et la toilette. Puis elle faisait juste regarder le ventilateur. Elle tremblait comme une feuille. C'était évident qu'elle était traumatisée beaucoup, là, profondément. Elle regardait le ventilateur, puis elle disait « L'Halloween est sorti du ventilateur. L'Halloween est sorti du ventilateur. » Puis là, je disais « Arrête, c'est juste un ventilateur, là, prends sur toi. » Puis elle a perdu connaissance. Puis là, je me suis retournée pour essayer d'aller sortir de là. La porte ne s'ouvrait pas encore. Je ne pouvais pas sortir. Là, j'ai vu son ombrage comme si elle se levait. Je me suis retournée, puis je l'ai vue. Elle était debout, puis elle s'est mise à me parler. Elle me disait « Tu ne sors pas d'ici, tu ne sors pas d'ici », avec une grosse voix. C'était vraiment épeurant. Je voulais sortir de là. Puis elle a mis ses mains comme ça, puis elle s'avançait vers moi. Jason parvient à sortir de la salle de bain, mais son amie est prise littéralement de démence. Elle court dans l'appartement en récitant des paroles incompréhensibles, son corps secoué par des convulsions. Devant ces comportements incontrôlables, Jason et Étienne n'ont d'autre choix que d'appeler les services d'urgence du 911. Elle respirait environ 50 à 60 respirations par minute. Donc, ce qu'on a fait, on l'a assise sur une chaise et j'ai essayé de la faire respirer plus lentement, jusqu'au moment où elle a eu une perte de conscience. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis approchée d'elle, je lui ai fait une subluxation. C'est dans le but de dégager les voies respiratoires pour qu'elle respire mieux. Et tout d'un coup, elle s'est ouvert les yeux et ce que j'ai senti m'a vraiment donné un choc. Je me suis levée rapidement, j'ai reculé en faisant tomber la chaise. À ce moment-là, elle s'est glissée sur le sol, puis elle s'est mise à ramper comme une couleuvre. Après avoir maîtrisé la malheureuse, policiers et ambulanciers sont d'avis que le service d'un exorciste serait plus opportun qu'un séjour à l'hôpital. On appelle donc la médium qui accepte de retourner chez Jason pour exorciser la pauvre Vanessa. Les médiums arrivaient, donc ils ont rentré la dame dans la cuisine avec la médium. Et moi, j'ai appelé au bureau pour que notre aumônier, qui s'occupe de nous appelle. Puis pendant que je parlais avec l'aumônier, quand il a rappelé, la médium faisait l'exorcisme dans la cuisine. Donc, je n'ai pas été témoin de ce qui s'est passé. Par contre, j'ai demandé à l'aumônier de prier pour nous autres. Je ne voulais pas arriver à la conclusion que c'était ça, mais j'étais tellement déstabilisée dans ce que je venais de sentir que j'avais besoin qu'on prie pour nous. Ce n'est finalement qu'à l'issue de longues heures de prière que la possédée va retrouver ses esprits. Pour Jason Défé, cette fois, le message est clair. Elle doit déménager. Suite au succès des croisades, au Moyen-Âge et à la Renaissance, l'Église catholique est puissante et triomphante. Sous son influence, tant la justice divine que la justice des hommes voient le diable partout. On condamne les hérétiques, on brûle les possédés, les tribunaux admettent la torture pour vous libérer de Satan. Aujourd'hui, la justice contemporaine n'est pas si encline à admettre le malin dans ses tribunaux, comme ce sera le cas au Connecticut en 1980 dans l'affaire de Arnie Johnson. Il est tard dans la nuit. Maître Martin Minella étudie le dossier d'Arnie Johnson, un jeune client accusé de meurtre. Au fil de ses recherches, l'avocat est envahi par l'impression que des forces maléfiques agissent dans l'ombre pour le dissuader de poursuivre sa défense. Le voilà confronté à des histoires de diable et de possession diabolique. Des témoins lui ont conseillé de rencontrer Lorraine Warren, une démonologue réputée du Connecticut. Comme j'allais rencontrer les Warren à leur demeure, j'achevais de garer ma voiture, lorsque de manière inexplicable, elle s'est mise à reculer toute seule.
et sans raison. J'ai eu beau enfoncer les freins, mais la voiture a continué à reculer par elle-même durant au moins 50 mètres. J'ai appuyé, appuyé et appuyé sur les freins jusqu'à ce que finalement ils s'arrêtent. Quand je suis arrivé chez les Warrant et que je leur ai raconté l'incident, on m'a dit « Écoutez, ils ne veulent pas que vous vous impliquiez dans cette affaire. Y a-t-il un Dieu? Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire que le diable, lui, existe. » Au cours de ses recherches, Minella a colligé toutes les informations qu'il a trouvées au sujet de la possession diabolique. Il a interrogé des prêtres, des théologiens et, cette nuit-là, il entreprend l'écoute de l'enregistrement que lui a remis Lorraine Warren. Ce qu'il entend est suffisant pour renforcer ses convictions. Lors de sa première rencontre avec Arnie Johnson, accusé du meurtre d'Alan Bono à la prison de Bridgeport, son client dit n'avoir aucun souvenir des événements le soir du drame. Il ne se rappelait de rien, et il était complètement amnésique. Avec un peu d'expérience, on peut arriver à sentir si quelqu'un dit la vérité. Moi, je sais quand on me ment. Il aurait été très facile pour Arnie Johnson de me dire « le diable m'a fait faire ça ». Et il ne l'a jamais fait. Ou encore, c'est Alan Bono qui a foncé sur moi avec un couteau. Et il n'a jamais dit ça non plus. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait aucun souvenir de l'événement. Et ça, pour moi, c'était très inusité. Arnie raconte à Minella un événement troublant survenu plus tôt au jeune frère de sa copine, David Glatzel, qui a dû être exorcisé suite à une possession diabolique. Intrigué et incrédule, Minella décide de rencontrer les parents de ce jeune possédé. Ce qu'on m'a expliqué dans la famille Glatzel, c'est qu'on avait commencé à jouer avec une planche de Ouija. Et que, partant de là, on leur avait présenté une famille impliquée dans la magie noire, impliquée dans la sorcellerie, impliquée dans le satanisme. Les Glatzel lui racontent qu'à partir de ce moment, David avait commencé à présenter des troubles de comportement. La nuit, il entrait dans des espèces de transes. Des forces invisibles l'étranglaient. Son sommeil était devenu si perturbé que sa sœur Debbie accourait à répétition à son chevet, réveillée par des cris d'effroi. David parlait d'une voix gutturale qui n'était pas la sienne. La famille du jeune était dévastée. Leur maison était définitivement le théâtre de manifestations surnaturelles. Il avait des aptitudes bizarres, comme la lévitation. Il faisait également voler des objets à travers la pièce. Et il lui arrivait de tomber dans une sorte d'état où il éructait différents mots. Des mots qui pouvaient laisser croire qu'ils venaient d'une autre source. Des mots qui ne venaient pas de lui. Le 2 septembre 1980, sous les conseils de Ed et Lorraine Warren, un couple de démonologues célèbre à travers les États-Unis, un rituel de libération se prépare. Ce rituel, appelé aussi petit exorcisme, se tient dans la chapelle du collège Saint-Joseph de Brookfield. Il est le seul possible sans l'aval de l'évêque du diocèse. Aidé des pères Grosso, Milea et Di Giovanni, c'est le père Virculac qui officie le rite. Sont également présents la famille Glatzel et les Warrens. C'est le premier rituel d'une demi-douzaine à venir. À chaque séance, le jeune David, retenu par sa sœur Debbie et son copain, se tord et hurle des obscénités. Exaspéré, Arnie Johnson s'adresse aux entités maléfiques et les enjoint à le prendre lui, plutôt que cette jeune et innocente victime de 10 ans. Ces appels seront hélas apparemment entendus. Arnie Johnson, qui était présent, a mis un de ses démons au défi de le prendre lui.
À ce moment, les prêtres ont cessé leurs activités, ont entraîné Arnie à part et lui ont dit de ne jamais refaire ça de nouveau. Et sur le coup, ils lui ont également remis un scapulaire et ils lui ont ordonné de le porter en tout temps, ce qu'il a fait. À cette même époque, Debbie, sans emploi depuis quelques semaines, se voit offrir un boulot dans un chenil de Brookfield, non loin de la résidence familiale. Le nouveau propriétaire, Alan Bono, a repris le commerce de sa sœur et ne connaît à peu près rien au toilettage des animaux. Pour s'assurer les services de Debbie, il lui offre gratuitement un petit 3 pièces adjacent au chenil. En octobre 1980, Arnie et Debbie emménagent donc dans leur nouveau logis. Mais depuis les exorcismes du jeune Glatzel, Arnie Johnson présente à son tour de curieux troubles de comportement. Tout s'articule comme si le démon, ou les démons de David, avaient décidé de jouer à saute-mouton, passant d'un corps à un autre. C'est dans ce contexte de crise de possession passagère qu'Arnie se lie d'amitié avec le patron de sa copine, Alan Bono. Ils passent de plus en plus de temps ensemble. Bono et Arnie Johnson sont devenus de très bons amis, malgré leur différence d'âge. Bono avait près de 40 ans, Arnie en avait 19. Ils avaient de bonnes relations non seulement avec Arnie, mais avec Deborah Glatzel et Bono également. Ce soir-là, les deux sœurs et la cousine de Arnie sont en visite, mais ont préféré rester à l'intérieur pendant que Arnie s'affaire au chenil. Alan rentre complètement saoul. Il a passé la journée à boire. Il allume le téléviseur, monte le son maximum et commence à narguer ses jeunes invités. Arnie Johnson rentre à son tour. Il tente de raisonner Alan, mais rien n'y fait. Debbie, partie chercher de la pizza, arrive sur l'entrefaite et insiste à son tour pour que son employeur baisse le volume. « C'est chez moi ici, et je fais ce que je veux », réplique-t-il. Debbie, Arnie et les trois filles décident de quitter, mais Alan Bono saisit la jeune Mary par le bras. Arnie s'interpose et force l'homme de 39 ans à relâcher sa poigne. Tous sortent précipitamment. Bono n'entend pas rester là. Sous, il cherche la confrontation. Soudainement, se sentant provoqué, Arnie fonce droit sur l'homme. Il frappe violemment l'employeur de Debbie qui s'écroule sous l'agression. Puis, comme un automate, il quitte les lieux. En retournant à Alan, Debbie aperçoit un couteau maculé de sang. Et Arnie Johnson, à aucun moment Arnie Johnson ne m'a-t-il dit « C'est le démon qui m'a fait faire ça » ou encore « Je suis possédé par le démon ». Cette conclusion a été déterminée par des gens de l'extérieur. Et quand je dis des gens de l'extérieur, je parle des prêtres qui étaient impliqués. Le procès d'Arnie Johnson débute le 28 octobre 1981. Martin Minella a acquis la conviction que son client était possédé au moment d'agresser son ami Alan Bono. Dès son arrivée au palais de justice, il le déclare aux médias. Sa défense sera non coupable pour cause de possession diabolique. Une première en Amérique. Et il entend bien le démontrer devant la cour. Il y avait tellement de preuves objectives. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il n'avait pas les motivations nécessaires ou l'intention criminelle de tuer Alan Bono. Et je sentais qu'il suffisait qu'on nous autorise à présenter les preuves, soit les saints prêtres qui avaient pratiqué l'exorcisme, l'évêque qui les avait autorisés à le pratiquer, et le fait que l'Église, à ce moment précis, ne voulait pas que quiconque sache
ce qui se passait. Mais au tribunal, l'affaire tourne court. Le juge Robert Callahan refuse catégoriquement d'enregistrer la défense de Maître Minella. Selon lui, la possession diabolique est impossible à prouver, hors de tout doute raisonnable, et de surcroît, la démonologie n'est pas une science, mais un passe-temps. Le magistrat lui conseille de présenter une défense plus conventionnelle, à savoir non coupable par légitime défense. Il renvoie Minella à ses dossiers. Martin Minella sort du tribunal déçu. Les membres du jury n'entendront jamais parler des exorcismes du jeune David Glatzel. Ils ne sauront rien des crises de possession de Arnie Johnson, dont aurait pu témoigner son ami Debbie Glatzel, et Arnie Johnson est finalement reconnu coupable le 24 novembre 1981. Pour la justice américaine, la possession diabolique n'est au mieux qu'un bon sujet de film. Donner la vie est le plus beau cadeau qui soit. Voir grandir son enfant, le voir s'épanouir, est pour les parents une source de grande satisfaction. Mais que faire lorsque le rêve du poupon adoré se transforme en cauchemar? Que faire lorsque le mal semble avoir pris possession de l'enfant? L'histoire vécue par les membres de la famille Laprade-Roy est troublante. Pourtant, rien ne laissait présager un tel destin pour cette petite famille, semblable à tant d'autres. Au moment où je suis tombée enceinte de Marie-Claude, Eric et moi, on était nouvellement mariés, déjà un jeune couple amoureux, avec un enfant. J'avais un fils d'1 an, Cédric. L'accouchement de Marie-Claude a été difficile parce que ça a été long, ça a été douloureux. Les médecins ont été obligés là, de la sortir in extremis. Et là, Marie-Claude respirait pas bien, elle avait des sécrétions, le nez obstrué, donc ils ont été obligés de dégager les voies respiratoires. Dès les premières heures de vie de Marie-Claude, Annick ressent une impression étrange. En présence de sa fille, Annick se sent soudainement tenaillée par une angoisse, une peur qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. J'étais seule avec elle, puis un beau moment intime avec son bébé. Là, puis à un moment donné, je l'ai sentie se réveiller, donc elle commençait à se bouger. Puis elle avait encore les yeux fermés, mais là, je me suis mis à avoir peur et je sais pas pourquoi. J'avais le cœur qui battait rapidement. Et là, je me disais, ben voyons. Puis là, elle a ouvert les yeux, et quand elle a ouvert les yeux, c'est un regard froid et dur, une pupille très, très, très dilatée. Et ça m'a fait peur, ça m'a saisi. C'est vraiment pas le regard d'un bébé naissant qu'on s'attend de voir. Puis dans la nuit, elle m'a appelé. Puis elle venait de demander qu'on y retire Marie-Claude parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas aimé ce qu'elle avait vécu avec elle. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose avec Marie-Claude. Puis elle avait eu peur. Et là, j'ai tenté de me raisonner en disant, ben voyons, ça n'a pas de sens, c'est un bébé naissant. Là, fait que je me suis mis à chanter, à la cajoler, mais mon cœur battait de plus en plus vite et là, je suis devenue inconfortable. Donc, j'ai appelé l'infirmière pour qu'elle vienne chercher Marie-Claude pour le temps que je me ressaisisse un peu. Au départ, avec Marie-Claude, elle était beaucoup malade. Bon, il y avait souvent à pleurer beaucoup, puis elle dormait pas bien. Puis elle nous pétait des crises assez hors de l'ordinaire, que je dirais. Le problème avec ça, c'est que ça pouvait être spontané. C'est là où ce que moi, ça venait me chercher. Je dis, ben pourquoi là, ça allait bien, là, quelques minutes, puis là, tout d'un coup, elle passait comme à une autre personne. Il existe des phénomènes qu'on appelle les cas de possession, où des entités, ou en fait des âmes, cohabitent de façon très intense avec une personne humaine. Et ces phénomènes-là se produisent pour toutes sortes de raisons. Le premier étant un très grand déséquilibre énergétique, souvent aussi psychologique, jusqu'à un certain point chez la personne qui est possédée, si on peut utiliser ce terme-là.
La première crise de Marie-Claude qui m'a vraiment interpellée, qui m'a mis la puce à l'oreille que ça allait vraiment pas, c'est que j'étais au salon avec Cédric et j'ai entendu du bruit en haut. Je croyais que c'était levé de sa sieste. Donc, en arrivant en haut, je l'ai trouvé dans la salle de bain. Et là, elle m'a regardée. Et là, c'était les yeux, une grande pupille dilatée, un regard noir, un regard très froid, très dur, très livide. Je me suis approchée d'elle, puis je lui ai demandé de mettre le rouge à lèvres dans le tiroir. Et là, elle m'a regardée toujours, elle soutenait tout le temps mon regard. Elle a pris le rouge à lèvres, puis elle l'a tout écrasé au complet. Ses gestes étaient très lents, très lents, c'était pas un comportement habituel chez un enfant de 2 ans. Et là, je soutenais son regard, puis j'essayais de comprendre. Parce que c'était la première fois que ma fille m'échappait comme ça. J'avais l'impression que c'était pas elle qui était en avant de moi. Il y avait à peu près 10 rouges à lèvres par terre, là, fait que j'en ai donné un autre et elle a refait la même chose. Elle les a tous écrasés, toujours en me regardant dans les yeux. Et elle a fait ça jusqu'au dernier rouge à lèvres. J'aimais pas ce qui se passait là. J'avais aucune idée de ce que c'était. Mais là, je sentais que c'était plus juste un trouble de comportement. Là, il y avait quelque chose qui m'échappait. C'était plus ma fille qui était là. Annick Laprate devenait de son propre aveu obsédée par le comportement de sa fille. Elle guettait chaque petit signe et appréhendait à chaque fois la crise. Lorsque Marie-Claude a commencé à faire des crises, on s'est beaucoup questionné sur la nature de ces crises-là. Parce que Marie-Claude, dans un premier temps, était déjà hyperactive, ça on le savait. Ce qui arrivait à un moment donné, sans qu'on s'en attende, subitement comme ça, elle changeait de comportement, radicalement. Donc, ce qui se passait, c'est que Marie-Claude devenait de plus en plus hyperactive, sa voix devenait de plus en plus aiguë. Et là, elle pouvait commencer à être dans une colère là, vraiment incroyable. Je pense que je m'en ai pas vraiment rendu compte moi-même. Ça n'a pas venu de moi. C'est surtout Annick qui me faisait réfléchir à tout ça, puis voir, regarde, il s'est passé telle chose. Puis moi, j'étais plutôt du genre à essayer de dire, ben non, voyons, ça va se replacer, elle est tout petite, en vieillissant, ça va s'améliorer, ces crises vont s'en aller. J'essayais plutôt tout d'atténuer ça, puis de pas vraiment voir. Ce qui m'inquiétait là-dedans, c'est le fait que lorsque la crise était terminée et qu'elle revenait à elle, Marie-Claude n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait fait. Donc, je soupçonnais un problème psychiatrique ou quelque chose de plus profond, de plus sérieux. Dès son plus jeune âge, Marie-Claude adopte un comportement étrange. Elle dort très mal et déambule dans la maison, alors que tout le monde est couché, en marmonnant des paroles incompréhensibles. Et lorsqu'elle arrive à s'endormir, Marie-Claude se réveille en plein milieu de la nuit en hurlant à plein poumon. Marie-Claude était différente, en ce sens qu'on voyait que son humeur changeait trop rapidement. À un moment donné, je dis à mon épouse, je dis peut-être qu'il serait mieux de consulter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Parce que tu peux pas changer de caractère en 2-3 secondes, là. Fait que Marie-Claude, c'est ce qu'on s'était aperçu à ce moment-là. Les gens qui sont possédés ont la plupart du temps conscience qu'ils sont possédés. Donc, c'est très désagréable et c'est très inconfortable et très difficile à vivre pour ces personnes-là. Et surtout, quand les phénomènes se produisent assez fréquemment, en moins de 2, une parole, un geste peut faire en sorte qu'il y a un revirement de situation et où l'âme qui possède prend la place de l'autre. Et tout d'un coup, elle a sa propre personnalité et change la donne et l'interaction avec l'environnement et l'entourage. Tu l'as eu, bravo, c'est beau! La première crise auquel Eric a assisté, c'était un beau soir d'été. On avait passé vraiment une belle journée à l'extérieur. Tout allait bien. Marie-Claude allait vraiment bien. J'étais en train de faire un casse-tête avec Marie-Claude. On était assis à terre, on avait beaucoup de plaisir, c'était le fun, puis elle riait, je donnais ses morceaux, puis c'était une maniaque de casse-tête. Puis tout d'un coup, pour aucune raison, elle s'est levée, elle m'a regardé. Puis là, à ce moment-là, quand elle m'a regardé, c'était froid comme regard. Je me suis senti en voulant dire, ben voyons, qu'est-ce qu'elle a? Puis tout d'un coup, elle s'est juste élancée, puis j'ai reçu une bonne claque en pleine face.
J'entends Eric me crier « Annick ». Tu sais, comme « Annick, viens ici, ça presse ». Je suis allée le rejoindre dans le corridor et là, j'ai vu Marc-Claude qui était en petite boule de fœtus. Puis à un moment donné, elle a ouvert les yeux et c'était encore ce même regard-là, froid et vide. Puis elle s'est levée tranquillement. Je me souviens, c'était quasiment comme au ralenti, là, tu sais. Et là, elle s'est mise à regarder partout dans la maison, comme si c'était la première fois qu'elle regardait la maison. Elle semblait pas nous reconnaître, elle semblait pas là, reconnaître les lieux, donc elle observait partout autour d'elle. Ça nous a vraiment cloués sur place. Là, c'était très, très évident que c'était plus notre fille qui était là. À ce moment-là, j'ai eu peur. C'était une peur. C'est venu me chercher en dedans. J'ai pas aimé ça, là. Puis c'est Annick, elle a pris la relève tout de suite à ce moment-là pour aller aider Marc-Claude. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je l'assoyais sur moi. Et là, je prenais son visage entre mes mains et je la forçais à me regarder. Je répétais toujours, Marc-Claude, reste avec nous, regarde-moi, tu sais, je t'aime, reste avec maman, reste avec nous. Puis à un moment donné, je sentais ses muscles se détendre. Puis là, oups, là, elle pouvait se mettre à pleurer, puis elle s'accotait sur moi. C'était passé, c'était terminé. Et là, elle revenait à elle tranquillement. Et souvent, elle pouvait se mettre à pleurer, mais tout doucement. Tu sais, des larmes coulaient, puis là, elle était épuisée. Souvent, elle mettait sa tête sur mon épaule, puis souvent, elle disait « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? » Et donc, elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle venait de faire. C'est extrêmement difficile en tant que mère d'assister à ces crises-là, parce que en tant que mère, ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos enfants. On veut qu'ils soient heureux, on veut qu'ils soient en santé. Donc, d'assister à ça, d'être impuissant, de juste être là, puis de constater que son enfant nous quitte comme ça, puis qu'il entre dans cette violence-là, dans cette violence physique-là, dans cette violence verbale-là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Malgré les moments difficiles, Annick Laprate apprend une nouvelle qui lui donne une petite lueur d'espoir. Annick est enceinte de son 3e enfant. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le couple, car c'est dans l'amour que lui porte son conjoint Éric qu'Annick puise la force de continuer à se battre pour sa fille Marie-Claude. C'est certain que j'avais quelques appréhensions. J'avais peur de ce premier contact-là visuel. J'avais peur de retrouver les mêmes yeux. Est-ce que Ariane allait avoir les mêmes troubles de comportement que Marc-Claude? Est-ce que c'était génétique? Est-ce que j'allais avoir un autre enfant qui aurait besoin d'un suivi psychiatrique? J'avais quelques appréhensions, mais en même temps, c'était assez contradictoire comme émotion. La joie d'attendre un nouvel enfant est vite assombrie par les crises de Marie-Claude qui perdurent et qui s'intensifient. Le comportement inhabituel de Marie-Claude suscite des commentaires blessants de la part de certaines personnes. Néanmoins, Annick reste forte et continue de se battre pour sa fille. Plus ça avançait, plus je me rendais compte que Marie-Claude aurait probablement besoin d'aide psychologique et même psychiatrique. J'avais peur du jugement aussi, d'avoir un enfant avec des problèmes psychiatriques. J'étais inquiète pour elle, donc c'est certain qu'en quelque part, il y a une partie de moi qui voulait nier ça et qui espérait que la situation allait se résorber d'elle-même. Est-ce que quand on croit en quelque chose, on est porté à remettre nos croyances en question? Je crois que fondamentalement non. Pourquoi? D'abord parce que nos croyances, il y a un côté un peu propriétaire à la croyance. À force d'être répétée, une croyance s'intègre à l'ensemble de ce qu'on connaît sur le monde et évidemment s'intègre aussi à ce que nous sommes. Parce que nos croyances déterminent en partie aussi ce que nous sommes, la manière dont on s'identifie nous-mêmes. Et parce que l'être humain se concentre fondamentalement à valider ses croyances plutôt qu'à les infirmer, c'est difficile la plupart du temps de se remettre en question. Ça fait 20 ans que je rencontre des gens en tant que médium. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer. Donc, ce qui fait qu'ils n'osent pas en parler.
C'est de l'invisible qui t'arrive à un niveau perceptible. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, on se garoche vers les médiums. Et puis ça, il faut les choisir des fois. Moi, si on regarde la question de la possession, souvent les gens vont se poser la question, est-ce que c'est possible que les enfants vivent des phénomènes de possession? Moi, mon réflexe, c'est plutôt de voir le contexte qui pourrait mener un enfant à se penser possédé. C'est-à-dire que la possession n'arrive pas dans un milieu où on n'est pas préparé à être possédé. C'est-à-dire qu'il y a souvent une croyance derrière. Souvent, on va voir peut-être même les parents qui vont participer. Donc, lorsqu'on parle de la possession des enfants, pour moi, il y a une dynamique derrière, qui va être une dynamique familiale, une dynamique sociale, qui va créer cette certitude qu'on est en face d'une possession. Suite aux terribles crises de Marie-Claude, Annick découvre par hasard un article de magazine où il est question de troubles de comportement qui pourraient être liés à l'âme. La dame en question expliquait dans cet article-là qu'elle pouvait entrer en contact avec les âmes pour aider les personnes qui éprouvaient des problèmes de comportement ou des situations difficiles dans leur vie. Donc, avec ce qu'on venait de vivre, tout de suite, cet article-là m'a interpellée parce que moi, tout ce que je voyais, c'était difficultés, problèmes de comportement, tout ça. Et je me suis dit, on a peut-être une piste. C'est autour de ce temps-là qu'elle a commencé à me dire, peux-tu croire qu'il y aurait des entités qui prennent Marie-Claude? Qu'une entité prend le corps de ton enfant, tu veux même pas y penser. Là. Tu dis, ben voyons donc, là, ça se peut pas. Je trouve effectivement que les gens croient un peu trop rapidement, étant donné le vaste étalage sur Internet, dans tous les médias, sur le sujet. Par contre, moi, ce que je préfère, c'est les gens qui ont un bon sens critique et puis qui doutent, finalement. C'est ma clientèle préférée. J'adore ça parce qu'on peut aller plus loin, on peut sentir les choses, on peut approfondir, se questionner, faire des fouilles, j'aime ça. Ça, c'est important, selon moi, d'avoir un sens critique dans ce domaine-là, parce qu'il y a des charlatans. Et puis, comment le savoir si c'est des charlatans? À un moment donné, on est venu à Montréal rencontrer une personne qui était libérateur énergétiquement, était capable de rentrer en contact avec les entités qui pouvaient prendre le corps d'une personne. Il pouvait nous aider. Il a expliqué qu'il y avait 2 personnes qui prenaient son corps. Mais là, on lui demandait, bon, on fait quoi? Puis il a dit, ben je peux vous aider, mais il nous chargeait, je pense, autour de ça, 4 000 $ qu'il voulait nous charger pour ça. Que moi, qui pas très, à ce moment-là, pas très spirituel et pas encore assez ouvert à ça pour dire, je vais mettre 4 000 $ dans les mains de quelqu'un puis qui va faire disparaître ça comme ça. Pas trop sûr. J'aimais pas trop ça. Pendant qu'il grandit, l'enfant traverse différentes étapes de son développement et subit des poussées de croissance qui influencent son humeur, son imaginaire. Et ceci n'en fait pas un enfant possédé pour autant. Est-ce que la grossesse d'Annick ne cachait pas, au fond, une sensibilité à fleur de peau? Une sensibilité qu'elle avait tendance à projeter sur Marie-Claude et qui entraînait le comportement négatif de la petite fille. Face aux crises de Marie-Claude qui s'intensifient, Annick Laprate vit des heures difficiles. Sa santé physique et psychologique s'en ressent. Épuisée, au bout du rouleau, Annick n'a finalement que très peu de ressources pour l'aider à traverser ces épreuves. Marie-Claude a fait une crise à un moment donné qui était une crise différente des autres. J'étais en bas, à la cuisine, et là, j'entends une espèce de fouillis en haut. Et quand j'ai ouvert la chambre était dans un fouillis total. Et là, Marie-Claude me regarde et elle était très calme et c'était elle-même. Elle n'avait pas changé de personnalité. Puis elle me dit « Maman, c'est pas moi. » Puis elle me dit « C'est Axime. » Puis là, je dis « Axime? C'est qui Axime? » Puis là, elle me pointe vers le garde-robe et elle me dit « C'est lui. » Évidemment, moi, je vois personne. Puis elle dit « C'est mon ami. » Puis elle me dit « Mais il est pas gentil. » Elle dit « Pas gentil, Axime. » Elle dit « Lui, il est pas gentil, mais son ami est gentil. » Puis je bonne le 2 en plus. Pour moi, ça a été un moment de joie. Parce que pour la première fois, Marie-Claude voyait soit des amis imaginaires. À l'époque, je pensais que c'était des amis imaginaires ou peut-être des âmes errantes, mais au moins, il n'avait pas pris son corps. Il n'avait pas atteint sa personnalité. Qui est ce mystérieux Axime? Une entité venue tourmenter Marie-Claude?
Ou plus simplement, un ami imaginaire? La réponse à cette question, Annick l'obtiendra lors d'un événement encore plus troublant. Puis un après-midi, Marie-Claude dessinait au salon, puis elle jasait avec quelqu'un. Donc, je suis allée m'asseoir à côté d'elle. Puis là, et je lui ai demandé avec qui elle parlait. Je me demandais avec qui elle discutait. Et là, elle me dit « en papa Ilio ». Et mon grand-père s'appelle, on l'appelait affectueusement le grand-papa Silvio. Et mon grand-père est décédé plusieurs années avant la naissance de Marie-Claude. Puis on n'avait pas comme tel de photos de lui dans la maison, là, à part dans les albums, là, mais c'était pas... donc elle pouvait pas connaître mon grand-père. Donc pour nous, ça a été un moment magique parce que pour nous, c'était la preuve que Marie-Claude avait la capacité de voir les âmes. Et pour nous, ça a été... pour la première fois, je lui ai pas dit de les faire partir. Je la savais en de bonnes mains avec grand-papa. Cet événement fut pour Annick une révélation. À partir de ce moment, elle décide de concentrer tous ses efforts à la recherche de l'âme de sa fille. Annick est persuadée que sa fille a le pouvoir d'entrer en communication avec des âmes errantes. Cette certitude la bouleverse. Mais la vie continue, et le 16 novembre 1998, Annick Laprate donne naissance à une jolie petite fille qu'elle prénomme Ariane. J'appréhendais un peu le retour à la maison suite à l'accouchement d'Ariane parce que les 3 jours passés à l'hôpital avec Ariane m'ont permis de prendre conscience à quel point Ariane est un bébé calme et paisible. Donc, je suis retournée à la maison avec quelques appréhensions parce que je savais que j'avais des choses à régler avec Marie-Claude. Le retour à la maison ne se passe pas comme l'avait espéré Annick. Bien au contraire. Annick doit affronter une nouvelle crise de Marie-Claude. Cédric et Marie-Claude jouaient ensemble à la balle. J'avais Ariane qui était bébé naissant dans mes bras. Et à un moment donné, Marie-Claude s'est mise à rouler la balle de plus en plus vite et de plus en plus fort. Fait que je disais à Marie-Claude de se calmer, de ralentir. Et là, je lui montrais comment rouler la balle doucement, mais il était trop tard. La crise était enclenchée. Cédric pleurait. Marie-Claude criait. Ariane pleurait évidemment à cause de ces cris-là, donc j'ai été obligée de laisser Ariane par terre, puis de prendre Marie-Claude et maîtriser Marie-Claude pour pouvoir protéger mon fils et ramener Marie-Claude avec nous. Évidemment, c'est extrêmement difficile pour les parents de vivre une telle situation. Ce qu'on observe, c'est que les parents, à ce moment-là, ont l'impression, face à leur enfant, d'un très grand malaise, comme si leur enfant n'était à la fois plus leur enfant. Et c'est souvent une des premières références, c'est que le parent ne sent plus cet échange amoureux entre lui et son enfant. Au lendemain de cette nouvelle crise, Annick se tourne vers la médecine traditionnelle. Elle emmène donc Marie-Claude chez son pédiatre. Nous étions dans la salle d'attente. Ça faisait déjà un bon 2 heures qu'on attendait, donc Marie-Claude était hyperactive, passait en dessous des chaises, déchirait les revues. Donc elle était très difficile à contenir et j'osais pas la contenir non plus parce que je voulais pas déclencher de crise là dans la salle d'attente. Dès les premières minutes, le médecin m'a tout de suite dit que Marie-Claude était hyperactive et qu'elle aurait besoin d'un suivi pour hyperactivité. Donc j'essayais de lui expliquer les crises qu'elle faisait, mais plus j'essayais de m'expliquer, et là, Marie-Claude faisait beaucoup de bruit, elle déchirait le papier sur la table, sautait, tout ça. Et à un moment donné, il a pris sa main et il a mis la main sur Marie-Claude. On va dire, tu arrêtes maintenant de bouger. Et là, c'est terminé. Donc là, c'était l'autre personnalité qui a pris la relève. Et tout de suite, moi, je l'ai pris dans mes bras. Puis à un moment donné, ça s'est calmé, les soubresauts ont arrêté. Et elle s'est couchée sur moi. Puis elle s'est endormie sur moi.
Quand j'ai levé la tête, le médecin nous regardait, il était complètement... il était sous le choc. Et c'est là qu'il m'a annoncé qu'on venait d'assister à une dépersonnalisation. La dépersonnalisation, la dissociation, c'est un phénomène très rare. Ça, en quoi ça consiste? C'est habituellement quelqu'un qui vit une circonstance très pénible et qui, trouvant ça tellement pénible, décide de se mettre ailleurs. La possession, il faut bien distinguer. La possession, ça fait appel à une conception mythologique que des gens qui peuvent être possédés par le diable, disons. Le type de personne qui va vivre un phénomène de possession ou d'expérience du paranormal, c'est un type qui va être particulièrement ouvert par une prédisposition peut-être d'intérêt ou d'éducation. Donc, il serait tout à fait plausible de voir qu'un esprit désincarné aille vers un enfant puisque celui-ci a déjà une réceptivité qui n'est pas biaisée par un conditionnement de non-acceptation. Et à partir de là, comme l'enfant a cette espèce d'émerveillement tout candide face à ce qu'il perçoit, il serait donc encore là dans la normalité la plus élémentaire que l'enfant et l'esprit désincarné puissent établir un lien. Dans le cas de possession, c'est vraiment comme une double présence à l'intérieur du corps physique. Il y a la personnalité de la personne qui habite le corps, l'âme. Alors, j'ai une âme, et si j'acceptais d'être possédée, il y aurait une autre âme qui viendrait comme s'installer dans mon corps. Et évidemment, l'âme habite aussi au-delà du corps, mais nous serions deux, comme des jumeaux, mais d'un point de vue énergétique. Chez les Laprade de Roy, la situation est loin de s'améliorer. Marie-Claude continue de faire des crises de plus en plus difficiles à vivre. Voyant sa santé se détériorer, Annick décide de consulter Marielle, son ostéopathe. C'est lors d'un traitement que Marielle confie à Annick que l'ostéopathie pourrait peut-être s'avérer bénéfique pour calmer les humeurs de Marie-Claude. Comme j'étais en attente pour l'hôpital psychiatrique, j'avais pas à choisir entre deux alternatives. Donc, plutôt que de ne rien faire, en attendant, je me suis dit, je perds rien d'essayer l'ostéopathie pour Marie-Claude, ce sera un plus. Lors de l'examen, Marielle, l'ostéopathe d'Annick, décèle chez Marie-Claude une torsion intra-osseuse au niveau de l'occiput. Marielle croit que cette anomalie peut être la cause des problèmes de comportement de Marie-Claude. Pour Annick, ce nouveau traitement constitue un nouvel espoir. L'ostéopathie est une pratique thérapeutique qui fait appel à la manipulation des os. Il s'agit également pour Annick Laprade d'un nouvel espoir pour guérir sa fille des crises incontrôlables qui l'affligent. Marie-Claude parlait mieux. Elle arrivait à se concentrer. Et les crises se sont espacées. Donc, on a réussi à avoir des beaux moments de qualité avec Marie-Claude. Tandis que Marie-Claude débute ses traitements d'ostéopathie, Annick et Éric reçoivent un coup de téléphone qu'ils n'attendaient plus. Un an plus tard, on a reçu l'appel de l'hôpital psychiatrique qui demandait à nous rencontrer. Ils nous ont donc dit que notre cas n'était pas urgent. Ils nous ont donné des numéros de téléphone en cas d'urgence au cas où une crise survenait. Et là, on était placés sur une autre liste d'attente pour approfondir la problématique de Marie-Claude. Donc, quand on est sorti de là, on n'avait pas d'outils, on était laissés à nous-mêmes, puis on était sur une liste d'attente. Maladie mentale, possession. Difficile de déterminer la validité de tous les diagnostics qui ont été posés pour expliquer le comportement de la petite Marie-Claude. C'est à force de comportements agressifs que les parents en viennent soit à se tourner vers d'autres médecines, d'autres types de médecines, ostéopathie, naturopathie, homéopathie, enfin, pour tenter de trouver une solution à leurs problèmes. Toutes les tentatives d'Annick pour faire cesser les crises de sa fille ont échoué. Bien que les traitements d'ostéopathie aient permis une amélioration dans le comportement général de Marie-Claude, les crises persistent. Et bien qu'elles soient moins fréquentes, elles sont toujours plus intenses. La dernière crise de Marie-Claude a été la pire crise que j'ai pu voir. Je sors de la salle de bain et là, je vois Cédric qui court et est vraiment apeuré. Et je vois Marie-Claude le poursuivre en arrière.
Et quand je la vois monter les marches, il est déjà trop tard. Marie-Claude, c'est plus elle-même. Là. C'est les yeux froids, pleins de haine. Vraiment, c'est le regard le plus froid que j'ai pu voir de toute ma vie et de toutes les crises que j'avais vues chez Marie-Claude. Je me suis dit, là, j'avais pas le choix pour une question de sécurité pour tout le monde. J'ai dit à Cédric, prépare-toi, j'ouvre la porte, tu sors rapidement. Donc, je place ta sœur dans la chambre et toi, tu sors parce qu'ils partageaient la même chambre. Et là, Marie-Claude était toujours dans un état d'hystérie, donc elle criait, elle frappait les murs, elle essayait d'ouvrir la porte et même moi, j'avais de la difficulté à tenir la porte dans mes mains. Donc, j'ai fait un nœud à la poignée de porte de Marie-Claude que j'ai attaché à la rampe qui était derrière moi, la rampe de bois derrière moi. Et j'ai attaché ça bien solide, donc Marie-Claude tirait sur la porte. À un moment donné, elle a arrêté et là, je crois qu'elle se lançait sur les murs parce que c'est ce qu'on entendait. Donc on entendait les coups là, qu'elle se lançait sur les murs. J'étais complètement dépassée. Je me suis assise dans le corridor avec mon fils à côté et on s'est mis à prier tous les deux. Cédric pleurait, il se demandait comment tout à coup, maman pouvait faire ça. Là, c'était... Et à un moment donné, on a senti que le calme était revenu dans la chambre. Et quand j'ai ouvert la porte, Marie-Claude ne dormait pas. Je m'attendais à ce qu'elle dorme, mais elle était assise. Et il y avait du sang par terre, il y avait du sang sur les murs. Elle s'est retournée, elle m'a regardée. Et c'était un regard absent. Et elle s'est mise à rire et à rire aux éclats. Puis elle saignait du nez, donc elle a pris du sang sur son nez. Puis elle s'est mise à faire un dessin sur le mur. J'ai été tellement sous le choc de voir cette scène-là que j'en ai été malade. Donc j'ai carrément vomi sur place. L'intensité et la violence de cette nouvelle crise de Marie-Claude atteignent des sommets. Annick et Éric se sentent complètement démunis et demandent de l'aide. Il est tout à fait possible de libérer une âme qui est possédée, une personne qui est possédée à l'aide d'harmonisation énergétique. Par contre, il faut tenir compte de deux choses très importantes. Et la personne qui est possédée et l'âme qu'on cherche à évacuer de la personne qui est possédée. Mais la chose la plus importante là-dedans, c'est qu'il faut utiliser une stratégie d'amour. Parce que finalement, il n'y a que l'amour qui peut réussir à libérer la personne qui est possédée. Suite à la dernière crise de Marie-Claude, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec Marielle pour que Marie-Claude soit vue pour m'assurer que physiquement, elle était bien. Et c'est là qu'elle m'a demandé si j'étais ouverte d'esprit, parce qu'elle connaissait quelqu'un qui avait une expérience avec le paranormal et qui était excellent avec les enfants, qui pourrait sûrement aider Marie-Claude. C'est sans aucune hésitation qu'Annick manifeste son désir de rencontrer cette personne. Il s'agit de Michael, un homme habitué à faire face et à soulager la détresse psychologique des autres. On l'a rencontré une première fois, donc Marc-Claude et moi, avec Michael. Suite à cette première rencontre-là, Michael m'a dit que Marc-Claude avait des entités dans son champ vibratoire. Et ce qu'il m'a dit, c'est que l'âme de Marc-Claude n'était pas complètement enracinée dans son corps. Donc, que son âme voyageait et qu'elle avait des entités dans ses corps d'énergie. Ce qui veut dire que quand son âme quittait, ça laissait le champ libre pour les âmes errantes et que les âmes errantes passaient leur influence à travers elle. Après ça, il a expliqué qu'il dit, regarde, ce qu'on va faire, il dit, on va faire sortir les entités du corps de Marie-Claude et on va ancrer son âme pour qu'elle reste dans son corps. Il dit, quand son âme va être dans son corps, comme la plupart du monde en général, leur âme est solide en dedans d'eux, les entités ne peuvent plus rentrer. Mais il dit qu'il va falloir passer par ce qu'il appelle un exorcisme. C'est un mot qui fait peur, mais c'était plus une libération, enlever les entités de son corps. Les parents de Marie-Claude se font dire qu'une fois de retour à la maison, ils devront prier afin que l'âme de Marie-Claude accepte de réintégrer son corps physique.
Le jour de la libération, Marc-Claude et moi, on s'est rendus au bureau de Michael et il a premièrement tenté de bien enraciner Marc-Claude. Par la suite, il a fait la prière de la lumière et c'est à ce moment-là que Marc-Claude a commencé à s'agiter. Puis elle a tenté d'ouvrir la fenêtre. Elle voulait sortir. Je me suis donc levée pour pouvoir prendre Marc-Claude dans mes bras et Michael m'a fait signe non. Et là, je regardais la scène, puis je voyais Marc-Claude dans un état de crise. Michael qui parlait de plus en plus fort. Je trouvais ça difficile de regarder ça. Ça ressemblait à une scène de film, et pour moi, c'était irréel. Pour moi, ça se pouvait pas. C'était difficile pour moi d'absorber tout ça. Et ça devenait toujours de plus en plus intense. L'énergie était palpable dans la pièce. Et à un moment donné, je l'ai senti exprimer haut et fort, commander aux entités de quitter maintenant, de quitter les corps de Marc-Claude. Il l'a répété à plusieurs reprises. Et à un moment donné, j'étais sur la chaise et j'ai senti comme si on me donnait un coup de poing dans le ventre. Donc, j'ai eu de la difficulté à respirer. J'ai senti mon corps comme s'il était paralysé. J'ai senti comme une présence passer au travers. Et là, j'avais de la difficulté à respirer. Et là, je regardais Michael. Et Michael était vraiment face à moi. Et là, il a commandé aux entités de quitter. Et ça a pris 1 seconde. Et là, c'est parti. Quand j'ai ouvert les yeux, quand je suis revenue un petit peu à moi, j'ai vu Marc-Claude, elle était couchée sur la table de traitement. Michael était au-dessus d'elle, puis il faisait des mouvements avec ses mains. Et là, j'ai vu Marc-Claude, les yeux fermés, elle dormait, là, mais paisible, mais paisible. Elle avait les joues rouges, rouges, rouges. Elle avait les cheveux tout trempés, elle était toute mouillée. Mais elle avait l'air d'un ange. Vraiment, un ange au repos. Elle était belle, mais détendue comme je l'avais jamais vue. Et c'est là que Michael m'a dit « Voici ta fille ». Et j'ai ramené Marc-Claude à la maison et puis elle a dormi 48 heures. Pour moi, de savoir si elle est guérie ou pas, écoute, elle a dormi 48 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien pour moi. Bon, elle était fatiguée, virus, quoi, je sais pas. Okay? Je n'analysais pas, j'étais OK, on va la laisser. Mais j'étais en attente de la prochaine crise. Et elle n'est jamais venue. Puis je pense que ça a été fini, là. On n'a jamais eu de crise, jamais eu d'autres problèmes. C'était fini à partir de ce moment-là. Mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que t'attends. OK, ça fait 1 semaine, 2, 1 mois. Ah, c'est pas grave, ça va arriver, là. Ça se peut pas que ça soit parti. Ça m'a pris plusieurs mois. À un moment donné, je pense que je me suis réveillé. À un moment donné, je disais, ah, non, elle n'a plus, là. Elle n'a plus de crise, là. C'est fini, là. Après que Marie-Claude ait été libérée de l'autre âme qui l'occupait, c'est devenu une petite fille, je dirais, plus que normale, très intelligente, qui a des dons de peinture, qui est super gentille, super affectueuse, puis il n'y a jamais eu d'autre chose, là. Son caractère ne change pas du jour au lendemain, ou d'une minute à l'autre, là. Même si son petit frère est après, des fois, impatiente, ce qu'elle n'était pas avant. Après un tel cheminement, on ne peut plus vivre comme on vivait avant. Donc, toutes nos croyances sont transformées. On ne voit plus la vie de la même façon. Moi, je dis toujours que ma vie est restée telle qu'elle. C'est ma façon de voir la vie qui a changé. Donc, ça a développé un intérêt chez moi pour le monde des âmes. Donc, j'ai continué à lire sur le sujet. J'ai eu envie d'écrire l'histoire de Marc-Claude, premièrement, pour qu'elle sache d'où elle vient, pour qu'elle prenne conscience de toute la force qui l'habite, de la grandeur d'âme qui l'habite, mais aussi pour pouvoir aider les gens qui peuvent vivre une situation semblable sans savoir qu'ils sont peut-être affectés par des âmes errantes. Ce n'est déjà pas facile d'être parent, ça l'est encore moins lorsque l'enfant présente des comportements étranges et surtout lorsque le système médical ne fournit ni explication cohérente, ni support adéquat. Il faut alors se débrouiller seul face au mystère.